Mais il est vrai que là, on est au cœur de l'actualité. Dans un contexte à la fois dans lequel le législateur reconnaît, affirme la liberté des partenaires sociaux de négocier, de mettre en œuvre des garanties collectives qui présentent un degré élevé de solidarité, l'encadre, précise les conditions dans lesquelles cette mise en œuvre doit intervenir et dans lequel on sait certains des outils qui étaient utilisés jusque-là ont été déclarés inconstitutionnels et donc il faut repenser justement cette mise en œuvre et cette organisation de la solidarité professionnelle. Donc le grand 4 de l'article L 912.1 précisait que les accords peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Et le décret a enfin été publié, c'est donc le décret du 9 février. Et donc, on va essayer de voir si c'est un outil intéressant, susceptible de redonner, ou de permettre de donner corps continuer de donner corps à la solidarité professionnelle et à une certaine mutualisation. Donc le décret, il est ici. Il est au fond assez bref. Et on va voir, il laisse alors à la fois pas mal de questions, mais du coup aussi pas mal de liberté. Dans le fonds, qui mettons? Des prestations. Ce fonds va permettre de financer des prestations qu'on va mutualiser. Le fonds, les prestations comprennent au moins action sociale ou prévention. C'est un ou, je peux avoir juste l'un des deux. Un peu dommage. Hein. Moi, je ne connais pas bien. Voilà. Donc voilà. Donc il doit y avoir au moins ça dans le fond. Et donc, vous le savez, le degré de solidarité, les prestations non contributives telles qu'elles sont définies par l'article L912.1 et ses textes d'application R 912.1, etc. Prise en charge de la cotisation de certaines catégories de salariés, action sociale, prévention. Donc vous voyez là déjà qu'on n'est pas obligé de tout mutualiser. Ça laisse une liberté d'organisation. On peut décider éventuellement ce qui relèverait de l'entreprise, à charge pour elle de l'organiser avec son propre organisme assureur et de ce qu'on va mutualiser au niveau de la branche. Alors si on parle financement, là on commence à aborder les questions qui fâchent. Qu'est-ce que c'est que cette cotisation ? Quel est le traitement social? Alors, quand on lit l'article L912.1, on comprend que les choses sont indissociables. C'est indissociable. C'est les garanties collectives qui présentent un degré élevé de solidarité. Donc, je ne devrais pas avoir à distinguer ce qui relève de la solidarité de ce qui relève de l'assurance. À la lecture de l'article L912.1, on comprend que c'est un tout. Donc, si c'est indissociable, voir si c'est accessoire, est-ce que ça suit le même traitement? Donc traitement social de la contribution patronale, exonération sous plafond, donc j'en tiens compte dans les calculs de mes plafonds, exonération sous plafond de cotisation sociale, mais ça veut dire aussi CSG, CRDS et forfait social. Donc c'est vrai que sur ces cotisations de solidarité qui ne sont pas très élevées, ça peut faire un petit peu important d'avoir dessus CSG, CRDS et forfait social. Pour le salarié, article 83 par article 83, est-ce que c'est déductible de l'IR? Et puis, surtout fiscalement, quel est le traitement fiscal de cette cotisation, enfin fiscalement au niveau taxe? Est-ce que ça rentre dans le champ d'application de la taxe sur les conventions d'assurance ou de la TSA si on est sur de la santé? Quitte à ce que ce soit exonéré, hein, bien sûr, si on est sur la prévoyance. Ou est-ce que ça rentre dans le champ d'application de la TVA? Là aussi, quitte à ce que ce soit exonéré. Voilà, donc des questions, évidemment, qu'il faut anticiper lorsque on est dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Et ça nous conduit aussi à qui gère. Alors, on parle d'un fonds. Un fonds, qu'est-ce que c'est qu'un fonds? Juridiquement, ça n'est pas quelque chose de défini. On peut penser patrimoine d'affectation, des sommes identifiées, des prestations qui vont financer des prestations.
Après, la pratique connaît, il y a des fonds, voilà. Mais ce n'est pas quelque chose qui soit très cadré et identifié. Et ensuite, évidemment, la question de qui gère. Qui gère? Alors, est-ce que c'est forcément l'organisme recommandé? Non. Est-ce que même c'est forcément un organisme assureur? Non. Ça pourrait tout à fait être une association paritaire, créée à cet effet ou pas. Rien n'impose l'organisme assureur. On peut même se demander d'ailleurs à quel titre un organisme assureur peut gérer ce fonds. Alors si c'est l'organisme assureur recommandé, qu'il gère ça en accessoire de la prestation d'assurance qu'il met en œuvre, ne me dérange pas, même si évidemment là on a une gestion qui intervient au bénéfice de personnes qui ne sont pas les membres, les assurés de l'assureur, puisqu'on va être au-delà, puisque ça cible toute la branche. Ensuite, il faut organiser le fonctionnement. Donc, qui va appeler les cotisations, comment est-ce qu'on va aller les chercher, qui contrôle, qui va verser les prestations, quels sont les moyens pour agir. Et voilà, encore et toujours le contrôle des droits et du respect des droits et des obligations des uns et des autres, le contrôle du fonds, le tout voilà, sous le contrôle de la commission paritaire. Et si on en revient sur le texte, sur qui gère, ça n'est en tout cas pas la commission paritaire, puisque le décret précise, le quatrièmement, que j'ai un gestionnaire qui est chargé du pilotage par la commission paritaire. Donc, il y a une dissociation, ça n'est pas la commission paritaire elle-même qui peut se charger du pilotage du fonds. Alors, on le rappelle, l'article 912.1 impose pour le choix de l'organisme assureur recommandé transparence, impartialité, égalité de traitement, et définit ensuite, avec ses décrets d'application, une procédure de mise en concurrence assez rigoureuse. Est-ce que cette procédure de mise en concurrence s'impose pour le choix du gestionnaire? Bon, peut-être pas nécessairement. Est-ce que pour autant on peut s'affranchir de l'impartialité, la transparence et l'égalité de traitement? Probablement pas. Donc il faudra à tout le moins peut-être procéder à une certaine mise en concurrence, à tout le moins à définir, à tout le moins en tout cas justifier des raisons du choix, de ce qui a conduit au choix de tel ou tel gestionnaire, étant précisé évidemment que si c'est l'organisme assureur recommandé, la mise en concurrence, elle est faite à l'occasion de la mise en concurrence du choix de l'organisme assureur recommandé. Donc là, j'ai bien une mise en concurrence dans les conditions. Voilà, petite liste, et il y en a encore probablement, vous en avez encore certainement beaucoup d'autres, des questions qu'il faut anticiper et aborder si les partenaires sociaux veulent mettre en œuvre ce nouvel outil, un outil intéressant pour continuer à donner vie à la solidarité professionnelle, pour aller vers de l'égalité de traitement des salariés dans la branche, mais un outil qui demande, et un outil, parce que c'est pas un défaut, de la créativité et de l'ingénierie juridique pour que les choses soient pensées, cadrées et mises en œuvre, voilà, dans un cadre posé. Merci Magali. Je propose qu'on passe tout de suite à quelques exemples et puis après on échangera avec la salle et au travers de la boulangerie d'une part et puis d'autre part au travers du Fonds d'action sociale du travail temporaire. Je vous propose de venir vous installer. Moi j'ai bien écouté l'exposé qui vient d'être fait et je me rends compte que c'est une usine à gaz qui est en train de se mettre en place pour faire de la solidarité. Je ne vais pas revenir dessus, mais ça amène beaucoup de complications, particulièrement dans le cadre de la recommandation, quand les gens pourront, dans la même branche, des gens pourront s'assurer chez divers assureurs, la complexité pour récupérer les fameux 2%. La prévention, plus tôt elle commence, plus elle est efficace. Donc,
nous sommes dirigés vers les centres de formation d'apprentis. Et je pense que là, on a été vraiment les premiers dans ce style. Dans tous les centres de formation d'apprentis, nous avons fait une opération sur le bucco-dentaire, c'est-à-dire que dans les centres de formation d'apprentis, l'UFSBD se déplaçait avec un fauteuil, avec les choses nécessaires pour faire des examens de la dentition. Alors, le but, c'était premièrement regarder un petit peu l'état dentaire, mais aussi préconiser l'hygiène dentaire, car on sait qu'avec une bonne hygiène dentaire, on évite des maladies et des frais supplémentaires. Alors, ça s'est fait sur l'ensemble de nos CFA. En deuxième point, nous nous sommes dirigés vers l'hygiène respiratoire. Dans ce cadre-là, également, nous avons fait la même opération sur tout l'ensemble de notre personnel. Puis ensuite, dans les CFA également, en expliquant un petit peu, puisque nous avons une profession où on utilise de la farine, et on sait que ça risque de causer des problèmes. Donc là, le but était double. Le but était de regarder d'abord s'il y avait des gens qui risquaient de se décliner vers l'asthme, et puis aussi de leur apprendre l'hygiène dans le cadre de la respiration, parce que là aussi, on sait que des gens qui risqueraient d'être touchés, avec une bonne hygiène respiratoire, peuvent éviter d'être touchés. Donc, deux avantages. Premièrement, ça maintient les gens en bonne santé, et puis ça permet à des gens qui rentrent dans une profession et qui risquent à un certain moment d'en être éliminés ou de ne plus pouvoir la pratiquer, de pouvoir rester dans cette profession et de l'appliquer. Une nouvelle opération, et là je crois qu'il ne s'est jamais fait, c'est sur la tension en fait. Ça va être des tensiomètres qui vont être distribués dans l'ensemble des boulangeries avec une plaquette qui répondra aux questions posées. Enfin, je ne vais pas aller dans tout le détail parce qu'il faudrait que j'y passe la matinée, je pense que ce serait un peu trop, mais je peux vous garantir que par les professeurs, grands spécialistes de la HTA, ils sont très intéressés par la mise en place de cette opération. Alors, ça c'est sur le côté prévention de ce qu'on appelle, nous, le haut degré de solidarité. Maintenant aussi, il y a les droits non contributifs, qui sont extrêmement importants également. Et dans le cadre de ces droits non contributifs, nous avons mis en place le fait que les gens qui quittent la profession sont pris en charge en payant seulement 15% de supplément, c'est-à-dire 115% du tarif pour leur complémentaire santé, même quand ils sont en retraite. Alors qu'on sait que la loi Evin, c'est 150%. Et les assureurs ne me contrarieront pas quand je leur dirai que même à 150%, je crois que c'est très difficile à équilibrer. Nous, c'est dans l'esprit intergénérationnel, c'est-à-dire que tout le monde participe à notre complémentaire santé. Donc, c'est les jeunes qui payent également, qui payent un peu pour les plus anciens. Mais je tiens à vous dire qu'on est loin des 2% qu'on préconise là, qui, à mon avis, n'amèneront pas grand-chose dans la solidarité. Ce qui est important et ce qui conditionne l'efficience d'un dispositif de solidarité, c'est d'être bien calé d'une certaine façon sur les spécificités du public auquel on s'adresse. Donc le travail temporaire, c'est effectivement organisé en branches professionnelles. Alors la particularité de cette branche professionnelle, c'est que ce qui fait le lien entre toutes les personnes de cette branche, ce n'est pas une spécificité de métier, de secteur d'activité, mais c'est une spécificité liée à la forme du contrat de travail. D'une certaine façon, le travail temporaire, c'est une branche interprofessionnelle, interpro, puisqu'à l'intérieur, en fait, on trouve quasiment tous les métiers. Alors, deux dates clés, en fait, par rapport à ces enjeux de solidarité, 1992 et 2016. 1992, c'est la création du FAST, qui relève d'une initiative en fait des partenaires sociaux sous la pression amicale des pouvoirs publics à cette époque-là, mais d'une négociation en fait au sein de la branche pour répondre aux enjeux. Alors on n'utilisait pas encore ce vocable-là à cette époque, mais véritablement pour répondre aux enjeux de responsabilité de RSE, de responsabilité sociale des entreprises.
l'objet social du FAST, en fait, c'est de contribuer à résoudre des problématiques particulières qui sont liées à cette forme d'emploi. Cette vision s'est assez largement élargie depuis, puisque la mission du FAST, certes, effectivement, c'est l'accompagnement social des personnes qui, à un moment donné, peuvent se retrouver en difficulté, avec une logique de service social du travail, des possibilités, comme on l'a évoqué concernant la boulangerie, d'accès en fait à des secours exceptionnels. Mais c'est aussi, et pour beaucoup aujourd'hui, l'accompagnement des personnes dans leur parcours de vie et d'emploi. Dans leur parcours d'emploi, au sens où, dans les dispositifs qui ont été mis en place, qui ont été déployés, en fait, ils visent, alors, en ayant à l'esprit que la première action sociale, c'est d'aider les personnes à avoir une feuille de paie à la fin du mois, ils visent à aider les personnes dans leur parcours d'emploi, en illustration, en apportant des réponses et des solutions par rapport aux enjeux de la garde d'enfants et par rapport aux enjeux de mobilité. Quand on parle de mobilité, on parle de mobilité au quotidien. J'ai besoin d'une voiture pour me rendre sur le lieu d'une mission qu'on me propose pour demain, ou pour continuer une mission que j'ai démarrée, sachant que ma vieille bagnole vient de tomber en rade, eh bien j'appelle le FAST concrètement, et pour le lendemain, j'ai accès à un véhicule de location à tarif réduit, puisque je ne vais payer que 5 € par jour, le solde étant financé par le Fonds social. Voilà pour illustrer de façon très restrictive, certes, mais peut-être exemplaire, le sens en fait de l'intervention des interventions du Fonds d'action sociale. L'action sociale qui a été abordée dans le cadre du travail temporaire, elle a été pour beaucoup jusqu'alors une action sociale dite curative, résoudre des problèmes, trouver des solutions au moment où le problème survient. Et il est vrai que les réflexions actuelles en fait nous poussent à avancer beaucoup plus avant dans des logiques de prévention par rapport aux enjeux de prévention. Et là effectivement la branche de la boulangerie est nécessairement source d'inspiration. Alors on s'est cependant rendu compte qu'on faisait de la prévention sans le savoir. Par exemple, donc, dans le cadre de l'action sociale, on a un dispositif qui vise à proposer une solution d'hébergement immédiate à une personne qui, tout en étant en situation de travail, en mission de travail temporaire, dort dans sa voiture, voire quelquefois dans des conditions pires encore. Donc on sait qu'il y a des dispositifs qu'on va qualifier de droit commun pour accompagner les personnes qui sont dans ce type de difficultés, mais on connaît les limites de leur efficience, de leur efficacité et surtout de leur réactivité. Donc nous, en fait, on intervient en premier rideau d'une certaine façon. Dès qu'on est informé d'une situation, on finance, en fait, très concrètement, des nuitées d'hôtel pour, alors dans le jargon de la convention sociale, on va parler de mise à l'abri, hein, pour faire en sorte que la personne ait un toit sur la tête. Et effectivement, on est là sur une action curative, mais aussi fortement préventive. On imagine bien que quelqu'un qui dort dans ces conditions-là est beaucoup plus exposé qu'un autre au risque professionnel quand le lendemain il prend son poste sur un chantier. Alors maintenant, effectivement, l'enjeu sur la prévention, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est notre chantier du moment. Donc 92, j'ai tout à l'heure 2 dates. 92, la création du FAST. Donc avec la démonstration qu'on n'a pas besoin nécessairement d'usine à gaz. Alors en quoi en fait on n'a pas besoin d'usine à gaz? Tout simplement c'est que le FAST, au moment où il a été créé, les partenaires sociaux ont convenu d'un financement spécifique. Ils ont dit voilà, les entreprises s'obligent à contribuer à hauteur de X% de la masse salariale intérimaire pour financer le fonds d'action sociale. Ensuite, les partenaires sociaux se sont donné les moyens opérationnels puisqu'ils se sont dotés d'une structure en propre avec une personnalité morale. Donc cette structure associative, on est sous forme associative, à pilotage paritaire. Le conseil d'administration du FAST, c'est donc dans une logique strictement paritaire, et qui se voit effectivement délégué par la commission paritaire de la branche la mission de mettre en œuvre la politique sociale décidée par les partenaires sociaux et sous leur pilotage direct donc d'un comité paritaire de gestion. Alors deuxième date clé 2016, l'émergence de la formalisation du concept HDS au degré de solidarité, donc on faisait du HDS sans le savoir. Alors maintenant, sincèrement, moi de mon côté, je préférais l'époque où on en faisait sans le savoir et on le faisait bien, sans se prendre trop la tête, sous le pilotage direct des partenaires sociaux et sous leur responsabilité directe et eux ayant toute marge de manœuvre pour prendre les décisions qui leur semblaient pertinentes pour la branche et pour les intérimaires.
Alors, vous l'imaginez dans ce type de contexte, hein, de situation multi-employeur, d'emploi fragmenté. Là, pour le coup, la logique d'une approche collective et mutualisée au sein de la branche est plus que pertinente. Enfin, on ne pourrait pas faire ce qu'on faisait si on n'était pas dans cette logique finalement de quasi-désignation. J'assume le terme parce que le dispositif ne peut pas fonctionner si toutes les entreprises n'y sont pas. Alors, il y a toujours des réfractaires, hein, ça c'est dans la nature humaine et dans la nature des entreprises. Non mais c'est compréhensible en plus, voilà, c'est compréhensible. Mais aujourd'hui, effectivement, vous savez qu'on parle, je dirais, en logique de taux de remplissage, on est sur un taux de remplissage de l'ordre de 96%, donc rapporté en fait à l'activité de la branche. Mais j'insiste sur le fait que les 4% qui manquent, en fait, posent des difficultés. Les 4% qui manquent, c'est, excusez-moi l'expression, 50% des emmerdes en termes de pilotage et de gestion. Hein, voilà. Donc l'efficience, effectivement, elle suppose que tout le monde soit là. Et alors c'est vrai, du coup, enfin, pour un organisme comme le FAS, qui d'une certaine façon, dans ses responsabilités, donc, se voit confier un monopole, j'assume le terme, ça apporte une vraie responsabilité, en fait, qui est celle de l'efficience et puis de la transparence aussi, pour pouvoir rendre compte de ce qui est mis en place. Ce que je viens de vous décrire sur les droits non contributifs et la prévention, en fait, ce n'est possible qu'avec la désignation pour nous. Et on l'entend bien, ce qui se fait là, qui est presque de la désignation, en fait, montre bien que c'est s'il y a une mutualisation complète qu'on réussit à faire cette prévention et ces droits non contributifs. Fondamentalement, dissocier assurance et solidarité est une gageure. Ce n'est pas possible et ce n'est pas simplement pas souhaitable. Alain Supiot, dans son superbe article du Monde diplomatique de novembre 2014, qui faisait la suite d'une leçon au Collège de France, a tout résumé en disant « ni assurance, ni charité, la solidarité ». C'est un exercice totalement impossible de dissocier les droits contributifs et les droits non contributifs parce que l'interaction est totale. Donc, sous cet angle-là, première critique fondamentale du grand 4 en chiffres romains de 912.1. Donc, ce grand 4 en chiffres romains pêche par le fait qu'on isole la solidarité, donc les droits non contributifs, les droits contributifs, alors que c'est fondamentalement pas possible. C'est la raison pour laquelle je souscris 100% aux propos de M. Brécy lorsqu'il dit qu'il faut s'attacher, coûte que coûte, à promouvoir les clauses de désignation. Et ce sera la conclusion de mon intervention tout à l'heure, on n'est pas loin d'y arriver. On n'est pas loin d'y arriver parce que les évolutions depuis la décision du 13 juin 2013 sont nombreuses. Je me permets très immodestement de dire que je contribue largement à cette évolution et que les esprits aujourd'hui sont façonnés, y compris au Conseil constitutionnel, où on m'a dit clairement, il y a peu de temps, franchement cette décision, c'est la connerie du siècle, du 13 juin 2013. Encore que, ça me servira d'introduction, si on donne une interprétation littérale de la décision, elle n'est pas critiquable. Ce qui est critiquable, c'est l'interprétation large qu'on en donne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que ce qu'a sanctionné le Conseil constitutionnel, ça n'était pas les clauses de désignation. C'était l'article 912.1 du Code de la sécurité sociale, et c'est logique, puisque ce que peut déclarer le Conseil constitutionnel inconstitutionnel, ça n'est pas un principe, c'est un texte de loi, qui de ce fait a dû être abrogé. Or, l'article 912.1, il n'a jamais parlé de solidarité. Il parlait de mutualisation. Et la mutualisation, ce n'est qu'un moyen, au service de finalités autres. Si la mutualisation est vécue comme elle le fait en soi, il est évident que l'obligation de passer par un organisme unique est une atteinte à la liberté contractuelle de qui d'ailleurs? De l'employeur? Oui,
c'est bien celle-là qu'on visait, mais aussi des salariés. Lorsque la Cour de cassation, dans un arrêt du mois d'avril 2013, concernant les banques populaires, est venue dire, certes, il y a atteinte à la liberté contractuelle du salarié qui refusait de relever du régime mis en place par son entreprise, pas du régime, de l'assureur. Il y a atteinte à la liberté contractuelle, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et tourne plus clair. Mais l'intérêt de la collectivité de travail, qui se concrétise à partir de la solidarité, donne un but légitime à cette atteinte disproportionnée. Sans faire un cours de droit, je rappelle que je précise que lorsque on est en présence de deux principes fondamentaux qui ont la même valeur, il faut les concilier. Et pour les concilier, il existe dans la Constitution un principe de proportionnalité qui fait qu'on arrive à une solution qui marie les deux. Eh bien, la solidarité confère un but légitime à une atteinte disproportionnée, à une atteinte qui de ce fait est proportionnée à la liberté contractuelle. C'est ce que la Cour de cassation avait dit, non pas d'ailleurs à propos de la Constitution française, ou plus exactement de la Déclaration des droits de l'homme, mais à partir d'un texte équivalent qui existe dans la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire la liberté contractuelle, donc la liberté d'entreprendre. Alors, si on positionne le problème ainsi, on peut soutenir, et je soutiens avec force, que les clauses de désignation sont toujours licites. Elles sont licites parce que le Conseil constitutionnel n'a pas pu sanctionner autre chose que l'article 912.1. Mais s'il est vrai que le législateur a modifié l'article 912.1 en remplaçant les clauses de désignation, qui n'étaient pas visées d'ailleurs, par un dispositif promouvant les clauses de recommandation, mais en s'appuyant sur le degré de solidarité élevé, ce qui est une usine à gaz. Parce que la recommandation en elle-même est fondamentalement incompatible avec la solidarité. D'ailleurs, c'est ça qui justifie l'article 4 avec les effets que je viens d'indiquer. Donc, premier élément, on peut parfaitement soutenir que les clauses de désignation restent licites. Dès l'instant, on poursuit un degré élevé de solidarité. Mais par contre, il faut être clair, dans 80% des conventions collectives de la branche, c'est du pipeau, la solidarité. On se donne bonne conscience en disant on fait ça, on fait ça, on fait ça, mais c'est pas ça. La solidarité, c'est une ambition beaucoup plus grande, et ce sera ma conclusion tout à l'heure, celle de donner vie à un concept qui est la convention collective de sécurité sociale, fondée à la fois sur un degré élevé de solidarité et sur l'autogestion par les partenaires sociaux. C'est-à-dire quoi? Redonner vie à l'ancienne L4, créée par l'ordonnance de 1945 par M. Pierre Larocque, et c'est ça qui fait mon introduction. Lorsqu'on dit, dans le microcosme de l'assurance collective des personnes et dans les partenaires sociaux, qu'on a créé des obligations ou un concept de solidarité, c'est faux. La solidarité est consubstantielle de la sécurité sociale, ce qui est à l'origine de l'ordonnance de 1945, qui a créé la sécurité sociale et qui a remplacé les assurances sociales des années 30, c'est l'assurance plus la solidarité. C'est ça qui définit la sécurité sociale. Or, la sécurité sociale, par cette définition liée à la consubstantialité de l'assurance et de la solidarité, n'a pas de raison de s'arrêter aux régimes légaux de sécurité sociale. Et d'ailleurs, quand on regarde les concepts européens, quand on parle de sécurité sociale dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, on ne parle pas des régimes légaux. On parle de la sécurité sociale qui se distingue de l'assurance par la solidarité. À partir de ce moment-là, il faut interpréter l'ancien article 4 qui a donné naissance aux institutions de prévoyance comme étant la volonté de Pierre Larocque, le père fondateur de la Sécu, de rendre possible la mise en place d'une sécurité sociale de nature conventionnelle complétant la sécurité sociale légale. Et c'était ça l'article 4. C'était, ou plutôt l'article 18 de l'ordonnance de 1945, qui a ensuite été codifié en L4 du Code de la sécurité sociale. Et sous cet angle-là, même si je trouve
inévitable que, par souci de sécurité, on se réfère en permanence au texte qui vient de sortir, au décret, etc. C'est pas ça l'important. L'important, c'est la finalité et les objectifs que l'on veut mettre en œuvre, appuyés sur les grands principes fondamentaux du droit. Vous voyez, le décret du 9 février, à cet égard, est intéressant. Magali a évoqué les 4 problèmes qui se posent et sur lesquels il faut apporter une solution concrète. Mais fondamentalement, si on positionne le problème par rapport à la finalité, qui est celle de donner sa pleine mesure à la notion de solidarité, un certain nombre de ces problèmes sont, sinon évacués, mais en tout au moins réduits en importance. Je prends un simple exemple, si vous voulez, pour illustrer mon propos. Magali a eu raison de mettre en exergue, je l'ai fait moi-même d'ailleurs dans l'article que j'ai rédigé sur le décret il y a peu de temps, mettre l'accent sur le sort fiscal et social des cotisations qui sont affectées à ça. D'ailleurs, cette question-là a fait l'objet dans le passé déjà d'un certain nombre de développements. Mais si on positionne le problème sur le terrain de la qualification des garanties collectives de prévoyance, donc des garanties sociales, et que, à partir de ce moment-là, on admet qu'une garantie sociale est un avantage de rémunération, même si l'avantage est différé dans le temps, c'est forcément un salaire. C'est forcément un salaire. La seule question est de savoir quelle est l'assiette de ce salaire et comment on le décline au plan fiscal et au plan social. La question qui est posée de savoir si ça entre ou non dans les alinéas 6 à 8 de l'article 241 du Code de la Sécurité sociale ou dans l'article 83 du Code général des impôts, elle n'est pas directement liée à la qualification de rémunération. C'est un élément de rémunération. La question qui est posée, ce n'est pas celle-là. La question, c'est celle de savoir si ces cotisations-là bénéficient de la règle de neutralité fiscale et sociale sous plafond, qui trouve sa source dans la Constitution, dans le principe d'égalité devant les charges publiques. Le droit à l'employabilité, le droit à la santé sont des droits fondamentaux. Le droit à la dignité, encore plus, puisque la dignité est l'expression même de la personne humaine, du respect de la personne humaine, qui distingue l'homme de l'animal, et qui fait que ces droits-là sont des droits naturels, même si le législateur n'intervient pas. On voit bien que la solidarité permet, notamment en privilégiant certaines catégories de personnes, de corriger, en quelque sorte, les insuffisances en matière de respect de la personne humaine, en matière de dignité au travail, en matière, etc. Donc on est là sur un terrain où la solidarité s'inscrit fondamentalement dans les droits fondamentaux qui s'imposent au législateur lui-même. En droit supranational, c'est encore plus net, puisque la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été modifiée au sommet de Nice pour intégrer aux côtés de la loyauté, de la justice, de l'égalité, de la dignité, j'en passe des meilleurs, la solidarité comme un des principes du droit communautaire. Le titre 4 de la Charte des droits fondamentaux est entièrement consacré à la solidarité. Et je rappelle que depuis le sommet de Lisbonne, la Charte des droits fondamentaux a valeur de traité, ce qui veut dire qu'aucun État membre ne peut s'y soustraire, parce que l'article 4, paragraphe 3 du traité de l'Union européenne impose à tous les États membres non seulement de respecter les principes du droit communautaire tel qu'il résulte des traités, mais en plus de tout faire pour les mettre en œuvre. Ce qui veut dire que là, si l'État français, à partir de la décision du 13 juin 2013, considère que les clauses de désignation sont illicites, eh bien, ça veut dire que la Constitution française est contraire au droit communautaire qui s'impose à elle. Je peux vous dire que cette question-là, actuellement, agite la Cour de justice de l'Union européenne. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec un président de chambre à l'occasion d'un grand colloque qui s'est passé à Paris
organisé par la revue Droit Social, qui portait sur les conflits entre les juridictions suprêmes. Il faut s'interroger aux évolutions qui sont possibles sur le problème des clauses de désignation, mais même non pas en tant qu'instrument, mais en tant que finalité, qui est celle de la promotion de la solidarité. Parce que la solidarité n'est effective que si j'ai un pot commun, pour reprendre l'expression de mon ami Jean-Jacques Dupéroux, sur lequel les gens ont un droit de tirage social, expression de Alain Supiot. Voilà pourquoi la clause de recommandation est une piètre solution. Le Conseil constitutionnel a évolué depuis la décision du 13 juin 2013. Il n'y a que le monde de l'assurance qui ne s'en aperçoit pas. Où on considère que depuis le 13 juin, pas possible, clause de désignation illicite, c'est faux. C'est faux, fondamentalement faux. Et j'en donne 2 exemples. Premièrement, la décision du Conseil constitutionnel du 26 mars 2015 qui concerne les frontaliers suisses, les salariés de droit habitant en France qui franchissent la frontière tous les matins pour travailler en Suisse. Ils avaient un régime de sécurité sociale qui leur permettait depuis 40 ans de satisfaire à l'exigence légale de couverture santé par un contrat d'assurance auprès de n'importe quel assureur. Ça a été supprimé au nom de la solidarité et le syndicat des salariés suisses, français travaillant en Suisse, a engagé une QPC devant le Conseil constitutionnel pour faire dire qu'il y avait atteinte à la liberté contractuelle en s'appuyant sur la décision du 13 juin 2013. Et que dit le Conseil constitutionnel? Le même. Il dit, dès l'instant où on se situe dans la solidarité nationale, eh bien, la clause de désignation, l'argument de la liberté contractuelle ne peut pas résister, d'autant que, ce faisant, on positionne le débat sur le terrain de l'intérêt général. Or, c'est très précisément, M. Brécy s'en souvient fort bien, ce que la Cour de justice a dit à propos du régime des boulangers. Qu'est-ce qu'a dit la Cour de justice à propos du régime des boulangers? Elle a dit 2 choses. D'abord, au regard de la libre concurrence, qui évidemment titillée par le fait qu'on oblige toutes les entreprises à passer par un même assureur, 2 textes, 2 dispositions sont concernées. Premièrement, la prohibition des ententes entre entreprises. Article 101 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Écarté avec mépris par la Cour de justice. Un accord collectif n'est pas une entente entre entreprises en raison de sa nature et de son objet. En raison de sa nature, c'est-à-dire de textes signés par les partenaires sociaux qui assument une mission d'intérêt général au profit des salariés et qui disposent, je vais y revenir dans un instant, d'un droit fondamental, le droit à la négociation collective des conditions de travail par les salariés au travers de leurs délégués. Et de son objet, c'est l'amélioration des conditions de travail qui s'inscrit dans le progrès social qui, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, est au cœur de la construction de l'Union européenne. Parce que le courtier qui essaie de toucher les commissions sur les contrats des boulangers dit « j'ai mis en place moi quelque chose de plus favorable », même si c'était le cas, on s'en fout, parce que c'est un régime fermé. Et si j'ai pas de régime fermé, eh bien, la solidarité vole en éclats. J'ajoute en plus que lorsqu'un courtier affirme ça, c'est fondamentalement mensonger. Parce que ce qui couvre, ce sont que les droits contributifs. Il ne peut pas couvrir les droits qui sont mutualisés pour mettre en œuvre une politique de prévention, qui sont par nature collectifs. Donc on voit bien que l'argumentation est viciée à la base. Il faut sortir de la logique d'article 912.1 actuelle, qui est un piège à con. C'est un piège à con parce que la clause de recommandation crée une victime. C'est l'assureur qui est recommandé, puisque lui, il n'a pas le choix. Il est obligé de prendre tout le monde, alors que les entreprises qui sont en bonne santé peuvent choisir quelqu'un d'autre, sous réserve, évidemment, de financer la solidarité en application du décret du 9 février maintenant, à condition qu'on ait utilisé cette voie du paragraphe 4, qui n'est pas une obligation. À partir de ce moment-là,
Et si on prend en considération qu'un degré élevé de solidarité et le caractère fondamental du droit à la négociation collective induisent une spécificité à cet accord collectif, autant aller jusqu'au bout. C'est-à-dire donner vie à la notion de convention collective de sécurité sociale, puisque solidarité et sécurité sociale sont consubstantielles. C'est un travail important que je mène depuis un certain nombre d'années, qui a aujourd'hui l'adhésion des 5 organisations syndicales, mais d'autres organisations patronales, et pas simplement l'UPA, sont dans cette voie. Je pense à la CGPME, je pense à l'UNAPL, etc. Donc, et la FNSEA. Donc l'idée est la suivante. Complétons le livre 9 du Code de la sécurité sociale, qui est relatif à la protection sociale complémentaire, pour introduire au-delà du titre 2, qui est relatif à la retraite complémentaire, un titre 3 relatif aux conventions de sécurité sociale, identifiées à la fois par un haut degré de solidarité et le double paritarisme de conception et de gestion, ce qui veut dire que le pouvoir et la propriété appartiennent aux partenaires sociaux, donc à la collectivité des entreprises et de leurs salariés, et pas à l'assureur qui intervient pour gérer le régime. D'ailleurs, une parenthèse, sous cet angle-là, se posent des questions dans les pratiques de certaines institutions. Moi, je pense qu'il faut aller un peu plus loin, il faut donner la personnalité morale à la commission paritaire, au même titre que le comité d'entreprise est une personne morale, parce que dans les deux cas, indirectement, ça donne la consistance juridique à la collectivité de travail. Vous comprenez bien qu'à ce moment-là, la propriété de tout ça est à la branche, elle n'est pas à l'assureur. Et on voit bien que c'est une autre organisation qui est susceptible d'être mise en œuvre. Alors, des travaux sont conduits actuellement, indépendamment des organisations syndicales qui ont adhéré, par un groupe d'institutions. Magali, il travaille comme moi, ou tout au moins Laurent se retraite, et l'idée, si vous voulez, c'est de dépasser ça. Mais c'est là que, et je terminerai par là, se pose la question essentielle. Sans clause de désignation, il n'y a pas possibilité de mettre en œuvre de la solidarité. D'ailleurs, le Conseil d'État lui-même l'a reconnu, puisqu'il a dit que si je remets en cause la clause, l'obligation de passer par le même assureur, eh bien, ça affecte l'économie de la Convention. Donc, moi, je dis, ça entraîne la caducité de l'accord. Dans le régime des boulangers, comment on peut financer les droits liés à la prévention que M. Bressy a évoqué tout à l'heure, sans qu'il y ait la totalité des entreprises qui la financent. D'ailleurs, la Cour de justice, elle a clairement dit que si on n'obligeait pas toutes les entreprises de la branche, je ne sais pas d'ailleurs simplement pour la clause de désignation, mais également pour la clause de migration, obligeant à revenir dans le régime les entreprises qui avaient choisi un autre assureur avant. Sans ça, eh bien, l'accès à la mission d'intérêt général qui résulte de la solidarité ne peut pas être après. Et c'est la raison pour laquelle la Cour de justice se dit qu'il n'y a pas, de ce fait, atteinte à la prohibition des positions dominantes abusives. C'est aussi clair que ça dans l'arrêt du 3 mars 2011. Aussi, de la Convention de la boulangerie, on considère que l'accord collectif étant à durée indéterminée, même en donnant sa pleine mesure à la décision du 13 juin 2013, à savoir que seuls les accords conclus avant le 13 juin continuent à perdurer, on considère qu'on est dans cette perspective-là, puisqu'on a dissocié la clause de désignation et le choix de l'organisme. Voilà. Donc il y a des arguments sérieux. Et en plus, pour satisfaire les exigences de la jurisprudence de la Cour de justice, on a bien fait une information large du public et s'est expliqué sur les raisons qui font qu'il y a une partialité. Et ces raisons, on peut les trouver dans beaucoup de branches. C'est le fait qu'on gère aussi bien la retraite complémentaire que la prévoyance, que les indemnités de fin de carrière. Car si on considère que la clause de désignation tombe, ça veut dire que le régime d'indemnité de fin de carrière disparaît. Or, le régime d'indemnité de fin de carrière, il est
fonction ici, non pas dans l'ancienneté chez le dernier employeur, mais dans l'ensemble de la branche. Donc on voit bien que... Voilà. Alors pour terminer en conclusion, parce que je vois que monsieur s'impatiente, je crois qu'il faut bien distinguer la notion de système et la notion de régime. On utilise à tort et à travers le mot régime. Un contrat d'assurance collective de santé dans une entreprise, ça n'est pas un régime. C'est un système qui a la valeur d'éléments de rémunération. Il n'y a régime que si il y a fonds collectif et droit de tirage sur ce fonds collectif, c'est-à-dire qu'on est sur le terrain de la sécurité sociale de nature conventionnelle. Ce qui n'est possible que si je poursuis un degré élevé de solidarité. Le mot solidarité englobant bien au-delà de droits non contributifs liés au profit d'une certaine catégorie, bien au-delà de la politique de prévention, bien au-delà de l'action sociale, et je suis tout à fait en harmonie avec ce qu'a dit tout à l'heure Magali, pourquoi on a mis ou, alors qu'en fait il aurait été préférable de mettre et dans le décret, prévention et action sociale, parce que les deux vont de pair. On n'avait pas besoin de viser les droits non contributifs, autres qui sont inhérents à l'article 912.1. Donc si on a mis l'accent sur la prévention, c'est parce que ce n'est pas naturel, lorsqu'on parle de solidarité, de parler de prévention, bien que la charte des droits fondamentaux met les deux en parallèle. Elle pense à d'autres choses d'ailleurs. Elle pense par exemple aux dispositifs qui permettent de concilier vie personnelle et vie professionnelle. C'est un sujet important de négociation qui pourrait faire l'objet de mutualisation. Je prends cet exemple-là, aucune branche n'y pense. Vous voyez, et donc là c'est le premier point, un système, dans un système on se contente de fixer la nature et le niveau des prestations, c'est un élément de rémunération différé, donc un accord d'entreprise peut déroger, la clause de désignation illicite est illicite. Par contre, si je crée un régime fondé sur la solidarité, à ce moment-là, je dispose d'un but légitime et d'une atteinte proportionnée. Et le deuxième élément que je voulais mettre en évidence, c'est le concept de garantie sociale. Le Code du travail parle de garantie sociale, dont les garanties collectives de prévoyance ne sont qu'un des éléments. Le développement de la société du savoir qui va naître du numérique fera que les frontières de l'entreprise seront de plus en plus floues. Unité de temps, unité d'action, unité de lieu. Si l'employeur est obligé de me verser une 6e semaine de congé payé cette année, alors que j'en ai pas besoin. Voilà. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième point, c'est que ça permet à l'employeur d'avoir sa responsabilité moins directement engagée dans la relation avec les travailleurs, puisque son obligation c'est de financer un pot commun. Donc on voit bien qu'à la fois au plan économique et au plan social, les garanties sociales ont un sens, et ce sens est éminemment amélioré lorsque on met dans la sauce de la solidarité.